Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence intitulée Construire l'histoire de votre propriété. Je m'appelle Emmanuel Decran et je suis généalogiste familial professionnel. Au cours de cette conférence, nous verrons comment établir la liste des propriétaires successifs et j'évoquerai quelques pistes de recherche pour pouvoir retrouver le cadre de vie des habitants et des informations sur le bâti. Il faut préciser que suivant le bien étudié, toute la documentation ne sera pas existante. Les maisons d'habitation n'ont pas laissé autant de traces que les châteaux ou les moulins, particulièrement au-delà de la fin du XVIIIe siècle. Mais nous pouvons retrouver des propriétaires successifs jusqu'au début du XIXe siècle, même pour un lopin de terre. C'est donc volontairement que les exemples de documents qui illustreront cette conférence ne sont pas issus d'une seule et même histoire de propriété. J'ai voulu vous montrer un large éventail de sources et un maximum de documents. Ces documents sont issus de collections personnelles, des archives départementales, des archives communales. En bas de chaque diapositive, vous pourrez voir d'où ils proviennent. Comme pour une généalogie, nous allons remonter le temps en commençant par étudier le plus récent document que chaque propriétaire possède, l'acte de vente. Celui-ci est établi lors de l'achat du bien. Entre la venderesse Madame Veuve Culot et les acquéreurs Monsieur et Madame Labalou, on retrouve donc le nom du notaire, maître marchandise à Fourmi, et la date en 1902. L'acte de vente présente donc le bien, ici une maison de 3 places d'habitation avec un bûcher en appentis, un jardin, une pâture, une citerne, donc la maison qui est construite en briques et couverte en ardoise. Nous avons ensuite la description du terrain, donc un terrain de 10 arts et 7 centiares, et puis les limites de propriété, donc au nord une route, au midi Monsieur Clovis Diner, le voisin, à l'est une voisine Madame Marie d'Anis, et à l'ouest un autre voisin, Monsieur Basquin. Éventuellement, les servitudes sont évoquées. Cet acte de vente comporte obligatoirement une partie appelée origine de propriété. Comme nous le voyons à l'écran, l'origine de propriété détaille l'identité des propriétaires précédents et comment ils ont acquis la propriété. Donc Monsieur et Madame Culot d'Aubercy ont acquis un terrain communal en 2 fois où ils ont construit la maison avec leurs propres deniers. Les dates et les noms des notaires ayant établi les actes de vente sont renseignés. Donc ici, Monsieur Maître Macquenier, notaire à Trélon, avec les dates des achats en 1860 et 1865. On apprend que Madame Culot a hérité des biens suite au décès de son mari en 1896 et qu'un nouvel acte notarié a été fait lors de cet événement par Maître Azambre, notaire à Fourmi. Il est ensuite précisé que ce couple n'a pas d'héritier et on peut lire les circonstances du décès tragique de leur fils unique en 1884. Donc il disparaît lors d'un combat au cours de la campagne de Madagascar. Dans ce cas, l'origine de la propriété est complète, puisqu'on remonte en un seul acte à l'acquisition des terrains où la maison a été construite. L'origine de propriété permet aussi de savoir si le bien a été partagé lors d'une succession ou s'il a été obtenu par un legs. Dans tous les cas, on y retrouve les références des actes notariés établis. Les informations collectées peuvent être inscrites dans une frise chronologique qui nous aidera ensuite à mieux comprendre la vie de ses habitants. Il existe des logiciels en ligne pouvant vous aider comme Frise Chrono. On place donc des repères historiques et une ligne permettant d'identifier les différents propriétaires. Sur cette ligne, on place les événements familiaux
qui peuvent être déclencheurs de changement de propriétaire. Cette frise sera complétée au fur et à mesure de la lecture de nouveaux documents. Si vous ne possédez pas l'acte de vente, je vous encourage à commencer par prendre contact avec le propriétaire actuel, car comme vous venez de le voir, c'est un document qui facilite les recherches. Mais l'origine de la propriété peut être établie par d'autres documents, comme le cadastre, puis les hypothèques. Le cadastre est un ensemble de documents créés au début du XIXe siècle pour permettre de calculer les impôts fonciers. Il est appelé cadastre ancien ou napoléonien. Il a évolué et aujourd'hui, nous utilisons le cadastre rénové établi dans la première moitié du XXe siècle. Nous allons voir comment utiliser ces différents documents. Pour retrouver les précédents propriétaires, il va falloir passer du cadastre rénové au cadastre ancien, car les cotes ne sont pas les mêmes. Dans un premier temps, il faut repérer la propriété sur le plan cadastral actuel, disponible en ligne, soit sur cadastre.gouv, soit sur géoportail.gouv.fr. Vous saisissez l'adresse de la propriété, vous cliquez en haut à gauche de l'écran, vous choisissez parcelle cadastrale, et là nous voyons donc notre adresse symbolisée par ce cercle orange. Maintenant nous allons repérer les lettres de la section. Ici la section donc AE sur le plan, et en zoomant nous allons repérer le numéro de la parcelle. Ici le numéro 42. S'il existe des tables de concordance entre les parcelles du cadastre ancien et celles du cadastre actuel, il suffit de les consulter pour trouver la section et le numéro des parcelles recherchées. Lorsqu'elles existent, ces tables sont consultables aux archives communales ou départementales. Dans le cas contraire, il va falloir superposer les plans cadastraux. En général, sur le site des archives départementales, vous avez accès au plan du cadastre napoléonien. Sinon, il faudra vous déplacer pour le consulter. Donc, rendez-vous sur votre site des archives départementales, sur la page consacrée au cadastre napoléonien, et recherchez votre commune. Plusieurs plans vous sont alors proposés. Commencez par consulter le tableau d'assemblage, qui est un plan plus grossier de l'ensemble de la commune et qui vous permettra de trouver la section. Pensez à bien noter l'orientation du plan. On peut en avoir besoin plus tard. Donc là, nous avons le nord en haut de l'écran. On repère les grandes voies de communication routière. Et si on superpose ces voies avec celles du cadastre actuel, voilà, donc nous retrouvons les mêmes voies, on s'aperçoit que la section K de la ville correspond à l'ensemble des sections A du cadastre actuel. Maintenant que la section cadastrale est connue, on va pouvoir consulter le plan spécifique à cette section K dite de la ville et refaire une superposition. Comme je vous le disais tout à l'heure, vérifiez l'orientation du plan. Ici, on s'aperçoit que le nord n'est pas en haut de l'écran. Nous allons donc tourner l'image et la zoomer. Voilà, donc là nous avons bien le nord en haut de l'écran. Ensuite, on applique le même principe que précédemment, à savoir on superpose les voies de communication routière. Donc, nous avons là la route de Sainte-Suzanne, le chemin de Cham et un autre chemin.
Donc nous retrouvons ici notre rue de Sainte-Suzanne, la route de Cham et l'autre chemin. Notre parcelle 42 avec toujours la rue de Sainte-Suzanne, la route de Cham et l'autre ici. Et nous nous apercevons que ça correspond donc à la parcelle numéro 138, dite l'Ormeau. Maintenant que nous connaissons la cote de la parcelle, nous allons pouvoir trouver les différents propriétaires en commençant par explorer l'état des sections. C'est un registre qui va nous renseigner sur le foncier au moment de la création du cadastre, donc au début du 19e siècle. Il est classé par section et par numéro de parcelle. En le consultant, nous allons découvrir le nom du propriétaire, la nature du bien et sa surface. Donc nous allons chercher à la page de la section K qui se situe à la fin du registre. Voilà, et nous allons suivre ensuite à partir du numéro du plan, donc les numéros des parcelles, pour aller jusqu'à celle qui nous intéresse, la numéro 138. On peut ainsi lire le nom du propriétaire de la parcelle, donc Huot du Ronceret, son lieu de résidence à Évron. On retrouve donc le numéro 138, le numéro du plan, donc le numéro de la parcelle, le lieu dit, le champ de l'Ormeau, la nature, ici c'est un labour, sa surface ou contenance. Ensuite, la partie classement et revenus est fait pour le calcul de l'impôt. Et dans les deux dernières colonnes, ça concerne le bâti, donc les nombres d'ouvertures imposables, les portes cochères et les portes et fenêtres ordinaires. Donc sur la première ligne, nous voyons pour une maison qui a 3 portes et fenêtres ordinaires, pas de porte cochère. Et la deuxième ligne est faite pour la surface au sol de la dite maison. Grâce au nom de ce propriétaire, la recherche peut être poursuivie dans les matrices cadastrales. Celles-ci sont en général consultables en salle de lecture. Ce sont des registres de 500 folios classés par ordre alphabétique de propriétaires. Nous allons voir comment utiliser ces registres pour trouver les propriétaires successifs. Dans cet exemple, nous trouvons la première propriétaire d'une maison lors de l'établissement du cadastre napoléonien, Madame Veuve Oudéier, au folio donc numéro 337, donc premier volume des matrices cadastrales. Ce folio nous permet de découvrir toutes les propriétés de cette personne et aussi sa ville de résidence, ici la flèche. La colonne année de mutation, entrée et sortie indique à quel moment la personne est devenue propriétaire du bien et la date où elle a cessé de l'être. Si la colonne entrée est vide, c'est parce que Madame Oudéier possédait le bien avant la création du cadastre, ici en 1838. Nous retrouvons dans les deux colonnes suivantes les références cadastrales, donc la section et les numéros des parcelles, qui s'appelaient, je vous le rappelle, numéro du plan. Puis, donc, le lieu dit, la nature de la propriété, la contenance imposable, et ensuite classe et revenus qui sont faits pour déterminer l'impôt. Donc, attardons-nous sur les dernières colonnes qui nous indiquent les folios à consulter pour trouver les propriétaires ayant possédé les biens après Madame Oudéier. Donc, nous voyons ici que les biens de Madame Oudéier ont été portés au folio 790, 9, 908, 789, 908, etc.
Si la colonne -2 est vide, je vous le rappelle, c'est parce que Madame Oudéier est la première propriétaire à être inscrite au cadastre. Nous nous apercevons que les folios 789 et 790 sont les reports des propriétés de Madame Oudéier, ce qui explique que tous les écrits du folio 738 étaient rayés. Au passage, notez que lorsqu'il reste de la place sur un folio, on peut y inscrire les biens d'un nouveau propriétaire, ici donc, et lorsqu'une page est remplie, on indique le numéro du folio où sont inscrits la suite des propriétés. Donc nous retrouvons là le numéro 337, le premier folio où Madame Oudéier avait donc ses propriétés inscrites, et donc la date là d'entrée qui était donc 1839 sur le folio 337. Et ensuite la date de sortie 1868 vers un nouveau propriétaire en 908, folio 908. Le folio 908 décrit le début de la liste des propriétés de Monsieur Boivin, qui se poursuit jusqu'au folio 911. C'est sur le troisième folio, le numéro 910, que nous trouvons l'acquisition de la maison de Madame Oudéier faite par Monsieur François Boivin. Nous pouvons lire à droite, dans la colonne des entrées, le numéro 790, folio listant les propriétés de Madame Oudéier. Dans la colonne des sorties, nous avons le numéro du folio du propriétaire suivant, le numéro 1445. À droite de la colonne du propriétaire, nous retrouvons les dates d'entrée, donc 1868, la date de l'acquisition de Monsieur Boivin de la propriété de Madame Oudéier, et la date de sortie des biens 1883. Ainsi, en poursuivant de folio en folio sur les matrices, vous découvrirez la liste des propriétaires successifs et les dates d'acquisition, que vous pourrez ainsi inscrire sur votre frise chronologique. La méthode est la même d'un cadastre à un autre. Il faut juste retenir qu'à partir de la fin du XIXe siècle, il existe une matrice pour le bâti et une matrice pour le non bâti. Comme nous le voyons sur cette diapositive, les constructions et démolitions sont signalées par des abréviations. Il en est de même pour les augmentations de surface. Ici, la construction d'un atelier avec l'abréviation CN pour construction nouvelle. Donc en 1854, le propriétaire, Monsieur Lécoyer. Ces dates sont des informations intéressantes qui ne figurent pas forcément sur l'acte de vente. Vous aurez plus de précisions sur les modifications du bien en consultant les registres de construction neuve, augmentation ou diminution de surface. Ceux-ci peuvent être indépendants de la matrice ou intégrés en début ou fin de registre des matrices. À l'écran, nous retrouvons donc la construction de l'atelier de Monsieur Lécoyer, donc construction nouvelle, et les dates à laquelle la construction a été achevée, ici donc en 1851, et sa date d'imposition en 1854. Un autre exemple d'une diminution de surface. Voilà, donc une pâture qui a été diminuée par l'agrandissement donc du cimetière communal en 1849. Pour information, en France, le permis de construire est obligatoire depuis 1943. Avant, quelques lois obligeaient dans certaines communes à un alignement sur la voirie. À ce sujet, vous pouvez consulter dans les archives communales ou départementales des plans d'alignement qui peuvent vous apporter des informations sur l'environnement de votre bien. Donc ici,
Nous voyons donc une petite construction devant cette maison qui n'était pas présente sur le cadastre et qui s'avérera être un puits aujourd'hui condamné. Cette méthode pour retrouver la liste des propriétaires successifs ne nous donne pas les mêmes informations que l'acte de vente, notamment sur la constitution de la maison. Je vais donc maintenant vous expliquer comment retrouver les transcriptions des actes de vente dans les hypothèques. Rendez-vous sur votre site des archives départementales sur la page consacrée aux hypothèques ou directement dans la salle de lecture. Comme pour les recherches dans le cadastre, il faut d'abord passer par des tables alphabétiques, celles-ci étant précédées par des registres classés par famille patronymique appelés registres indicateurs. Ensuite, nous aurons accès au répertoire des formalités hypothécaires. Attention, ici pas de classement par commune, mais un classement par centre de conservation des hypothèques. Les registres indicateurs sont classés par ordre alphabétique. Ici, le patronyme Boivin doit se trouver dans le premier volume, cote 244 Q1. Dans les colonnes suivant le nom sont inscrits le numéro du volume et le numéro du folio de la table alphabétique. Ici, numéro du volume, numéro du folio. Ici donc le 3 bis, folio 59. La table alphabétique 3 bis est cotée 245 Q6. À partir du folio 59 au verso sont inscrits les Boivin propriétaires. Quelques informations permettent d'identifier la personne recherchée, comme le nom des époux ou des épouses, les prénoms, les professions et les domiciles. Si vous ne pouvez départager deux homonymes en recoupant avec d'autres sources généalogiques, il faudra faire une recherche pour chaque homonyme. Dans la colonne de droite apparaissent les numéros de volume et les numéros de la case du répertoire. Ici donc, nous allons retrouver Monsieur Boivin François, dont l'épouse s'appelle Roche, cultivateur à Évron, donc dans le volume numéro 58 à la case numéro 155. Le volume 58 est coté 246 Q58. Chaque folio est composé de 2 cases. Nous retrouvons donc là la case numéro 155 de Monsieur François Boivin. Les colonnes de gauche permettent de retrouver le volume et l'article ainsi que suivant la date de la transcription. Donc ces deux dernières informations, le numéro de l'article et la date de transcription, nous permettront de nous repérer dans le volume. Les registres des formalités hypothécaires sont visibles en salle de lecture des archives départementales. Voici donc une transcription d'un acte de vente. Donc nous retrouvons le numéro de l'article suivi de la date de la transcription et en marge la date de l'acte notarié. Comme vous pouvez le voir, celui-ci est agrémenté d'un dessin représentant le plan de la propriété. Nous retrouvons les mêmes informations que sur un acte de vente, la description de la maison et bien sûr l'origine de propriété. La recherche d'une transcription d'hypothèque pallie à l'absence d'un acte de vente lorsque les archives notariales sont lacunaires. Vous pouvez donc comparer les descriptifs du bien à chaque vente et savoir par exemple de quelle nature était l'augmentation de surface découverte dans les matrices cadastrales. Maintenant, intéressons-nous à ce que peuvent nous apprendre les autres actes notariés sur les propriétés et leurs habitants. Sur la frise chronologique, vous avez placé les événements familiaux.
Si parmi ces événements il y a le décès d'un parent ayant laissé des enfants mineurs, il y a de fortes chances qu'un inventaire après décès ait été fait, comme celui-ci. Donc, dans un inventaire après décès, tout le contenu des pièces de la propriété sont décrites et estimées, ainsi que celui des dépendances. Ici, donc, dans cet inventaire de 1908, nous voyons la description d'une chambre, donc avec un lit à rouleau, une paillasse, une ballière, une couette en plume d'oie, une couverture, un couvre-pied, un traversin pour la somme de 35 francs et une armoire en chêne estimée à 6 francs. Ensuite, nous avons la description de la cave avec une écrémeuse, des bassins, un pétrin, une baratte, un billot, etc. Puis toutes les autres pièces de la maison et les dépendances. Si la propriété étudiée est une ferme, un moulin ou une autre exploitation agricole, vous pourrez trouver des baux détaillant avec plus ou moins de précision les bâtiments, les outils, etc. Donc ici, un bail retrouvé donc dans la série J, les archives du propriétaire du moulin. Donc, vous voyez la description du moulin, donc situé sur la rivière de la Mayenne, faisant du blé farine, et donc il y a donc ce qu'ils appellent une usine avec les tournants, les virants, travaillants, etc., les pièces mortes de bluterie, le nettoyage, toutes les autres pièces. Donc une description assez sommaire, une maison d'habitation, pas de description, des bâtiments servant à l'exploitation, un jardin, la contenance. L'état des lieux, lui, est beaucoup plus détaillé. Voici celui donc du même moulin où l'on décrit l'accès à l'habitation par un escalier en pierre de 5 marches. La première marche, celle du bas, est moins longue que les autres. 2 autres sont écornées. À gauche, au devant de la maison, il y a le long du mur un pavage en pierre brute, inégale, etc. Si vous ne trouvez aucun document concernant le bâti, chaque région naturelle ayant ses spécificités liées à ses ressources, son climat, son relief, je vous invite à consulter les documentations existantes que vous trouverez dans les bibliothèques ou aux archives, comme les monographies communales écrites par les instituteurs à l'occasion de l'exposition universelle de 1900. Vous pouvez aussi faire des recherches aux archives communales ou série O des archives départementales qui vous permettront de trouver des informations, par exemple, sur la construction d'un puits ou le tout à l'égout, et ainsi retrouver une partie de l'évolution du bâti. Donc ici, le devis pour la construction d'un puits faisant partie d'un dossier où sont décrits les différents points d'eau du village. Une source que les généalogistes connaissent bien permet de retrouver les locataires d'une maison. Ce sont les recensements, qui sont établis tous les 5 ans depuis le début du XIXe siècle, avec des informations inégales suivant les années. Nombre d'entre eux sont en ligne sur les sites des archives départementales. Suivant les lieux et les années, il est plus ou moins facile de situer exactement l'habitation. Donc ici, en 1936, à Tours, donc une maison de ville, avec le quartier, le nom de la rue et les numéros de chaque maison qui correspondent exactement au numéro actuel. Donc, facilité pour retrouver les locataires. Par contre, ici, dans un village de l'Orne en 1820, donc Longny-au-Perche, le nom de la rue, mais nous ne retrouvons pas les numéros des habitations, nous n'avons que les numéros d'inscription, donc qui ne correspondent pas aux maisons, donc impossibilité de retrouver le locataire exact. Pour finir, voici un exemple de frise reprenant les documents retrouvés. Celle-ci vous aidera à rédiger votre histoire de propriété dans l'ordre chronologique. Donc nous retrouvons les repères historiques, les événements.
Ensuite, la ligne des propriétaires avec les événements familiaux, donc, et la liste des occupants dans l'ordre chronologique. Donc ici, nous avons les propriétaires qui étaient les occupants. Ensuite, ici, nous avons retrouvé un couple, une famille de locataires qui est devenue après propriétaire avant de faire faillite, vendre la maison à une autre famille avec des nouveaux locataires dont nous n'avons pas pu retrouver la trace puisque les recensements n'étaient pas assez précis. Voilà. J'espère que ces informations vous guideront dans la découverte de l'histoire de votre propriété et de ses habitants. Cette conférence étant enregistrée, si vous avez des questions, vous pouvez venir me rencontrer à mon stand ou me contacter via mon site internet, sur ma page Facebook, où vous pourrez lire mes articles concernant les histoires de propriété. Je vous dis à bientôt.